Pour commencer la table ronde, je propose de donner la parole au président des comités d'évaluation de l'ANR, Madame Simon Plaz et Monsieur Gogna. Je suis sûre que vous avez envie de réagir ou de faire un commentaire sur ces diverses présentations et que vous aurez des choses à ajouter. Vous avez la parole. Oui. Ben, écoutez, merci beaucoup. Donc oui, moi je suis présidente du comité, je suis biologiste cellulaire, je travaille sur les plantes. Je suis présidente du comité 20, biologie des animaux, des organismes photosynthétiques et des micro-organismes. Et je voulais vraiment remercier infiniment les organisateurs et les orateurs de cette journée que j'ai trouvée passionnante depuis le début, pour avoir mis en lumière finalement et à la disposition d'une large audience au sein de la communauté scientifique ce sujet du genre dans la production et l'évaluation du savoir. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui me fait vraiment beaucoup sourire en écoutant le dernier topo. Il y a quelques années, j'avais été sollicitée pour aller prendre la direction d'un centre de recherche assez important qui était essentiellement peuplé de collègues masculins qui avaient montré leur capacité de longue date à dénier toute reconnaissance de quelque compétence que ce soit aux femmes qui passaient dans ce laboratoire. Et du coup, c'était quand même un petit sujet d'imaginer arriver, être parachuté à la direction de cet endroit-là. Et j'en discutais avec un ami scientifique par ailleurs, et je lui disais quand même, c'est pas raisonnable, ça va jamais fonctionner, une femme à la tête de ce collectif-là, sans doute. Et il m'a regardé et il m'a répondu, ah non, pour une femme, ce serait pas possible, mais pour toi, sans doute, ça devrait fonctionner. Et je pense que ça s'appelle un effet backlash, mais qu'à l'époque, je ne le savais pas. En tout cas, je peux vous dire que j'ai très très longuement médité sur cette phrase et que depuis ce matin, je l'entends de manière tout à fait différente. Donc, de façon peut-être un peu moins anecdotique, c'est vrai que j'ai traversé pas mal de fonctions, dont certaines, j'ai eu une période très impliquée dans l'administration de la recherche, où j'étais souvent avec des gens qui dirigeaient des institutions, où j'étais souvent la seule femme dans la réunion, et où j'avais un sentiment confus qui me traversait, auquel tout ce qu'on entend depuis ce matin fait écho, mais que je n'étais pas capable d'analyser avec les concepts que vous nous fournissez, et du coup, c'était assez violent, mais ça restait de l'ordre du ressenti, de l'impuissance et de la frustration, et j'avais ni la capacité de l'exprimer, ni sans doute les bons outils pour me mettre en chemin. Et du coup, j'ai reçu vraiment avec une grande gratitude depuis ce matin, l'avalanche de concepts et d'éclairages qui nous sont donnés au travers des différents exposés, qui du coup, je trouve, nous équipent à la fois pour repérer, pour comprendre et sans doute aussi pour nous mettre en action. Et c'est vrai que j'étais peut-être à un moment donné partagée entre une forme de découragement sur la puissance de ce qui est à l'œuvre et de ce qui fait système pour maintenir justement cette présence des stéréotypes et faire en sorte que rien ne change, cette dépendance de sentier. Et puis finalement, au fur et à mesure que la journée passe et que je comprends et qu'on m'explique, je me dis non, finalement, il y a quand même un certain nombre de pistes qui nous sont données pour qu'on puisse voilà, se mettre en mouvement et que si par là, collectivement, on arrive déjà à partager, hein, c'est ce qui nous était expliqué ce matin, là, le constat de l'existence, on fait déjà un grand pas pour avancer tous ensemble. Et peut-être une chose que je peux dire, c'est qu'en faisant vraiment mon mea culpa avec beaucoup d'humilité, c'est que je pense que j'avais une conscience assez raisonnable des biais qu'il pouvait y avoir en termes d'évaluation et sans doute beaucoup moins sur l'application de ces stéréotypes dans la production des savoirs. Et ce sera vraiment pour moi un acquis extrêmement important de cette journée. Alors effectivement, peut-être que ma thématique, moi j'étudie des interactions moléculaires au sein des membranes des plantes, peut-être qu'elle était moins favorable à ce que je prenne conscience de ça, mais vraiment tous les exposés que j'ai entendus m'ont ouvert les yeux et je trouvais la phrase de la ministre ce matin qui disait que la science portait en elle finalement la solution pour lutter contre les inégalités, les stéréotypes qui la traversent, qu'elle avait les armes et que du coup ça
ça lui imposait un devoir et une responsabilité, parce que si elle ne bougeait pas, elle portait une responsabilité encore plus grande dans le maintien de ces stéréotypes. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui sera très fort pour moi de cette journée. Donc voilà, ce que je peux dire à l'ANR, c'est un grand merci pour m'avoir proposé ce moment-là. Et puis dire aussi qu'en tant que présidente de comité, ben moi je suis extrêmement partante pour faire partie des volontaires qui pourraient se mobiliser dans le cadre de ces actions-là pour essayer d'éveiller les consciences. J'ai entendu tout ce qui s'est dit ce matin sur le fait qu'être conscient des biais et des stéréotypes au sein d'un comité, c'est déjà en grande partie effacer leurs effets pervers. Du coup, voilà, s'il y a des choses à mettre en place en termes de formation des membres de comité, en termes de tentatives de sensibilisation ou de tests, de protocoles au sein des comités, je serais ravie de pouvoir être un des ambassadeurs de ce mouvement, dont je pense, encore en écho au dernier exposé, qu'il ne peut être que collectif. Merci à tous et à toutes, en tout cas, de cette magnifique journée. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Très bien. Oui, très bien. Bah, merci. Bon, avant de débuter, moi aussi, hein, donc d'abord me présenter peut-être et puis ensuite venir sur la journée et sa richesse. Donc effectivement, moi je suis président référent du comité qui traite de la sécurité globale et de la cybersécurité. Donc c'est un comité très pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire, avec des dimensions très cybersécurité. Donc on est vraiment sur les technologies de l'information, à la fois le logiciel, le matériel, les réseaux, enfin bon, tous ces objets qui nous entourent. Mais aussi une dimension autour de la sécurité globale, donc tout ce qui concerne la surveillance, la résilience, les risques radiologiques, biologiques, chimiques, explosifs, mais aussi tout un volet SHS, et dans lequel, effectivement, on va retrouver un certain nombre de thèmes qui peuvent être évoqués aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est effectivement le comité dans lequel j'ai pu exercer ces 3 dernières années. Concernant la journée, bah, merci aussi, effectivement, pour cette journée-là. Merci d'avoir permis l'opportunité d'y assister. Effectivement, je pense qu'on a encore beaucoup de travail, même si on voit que les choses progressent et que même si les choses progressent malheureusement trop lentement. Mais je vais vous faire effectivement un petit retour sur le fonctionnement de ce comité. Et effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de formation à faire, beaucoup de sensibilisation à faire, et que comme tout enseignant que je suis, ça passe par de la pédagogie, et la pédagogie, ça passe par la répétition. Donc je pense qu'effectivement, il y a un travail de culturation de l'ensemble des comités et des présidents sur ces questions-là, parce qu'on n'a pas ce réflexe-là. On n'a pas ce réflexe-là. C'est pourtant des choses sur lesquelles, effectivement, l'ANR nous donne certains éléments en tant que président d'un comité. Il y a la parité, effectivement, des comités, ça c'est tout à fait clair. Donc cette parité, elle s'exprime lors de la phase 1. Par contre, lors de la phase 2, dans lequel chaque membre du comité, finalement, fait appel à des experts extérieurs, cette parité nous échappe à ce moment-là. Et quand j'ai écouté ce matin attentivement toutes ces questions-là autour du biais, effectivement, je pense qu'il y a du biais. Même si on essaye, j'imagine les uns et les autres, d'y faire attention, il y a une nécessité, à mon avis, de formation pour aller beaucoup plus loin que cette espèce d'intuition que l'on peut se faire et qui probablement est fausse. Ensuite, concernant le thème plutôt de cet après-midi, sur le genre en recherche, c'est un sujet, ces 3 dernières années, moins 4 dernières années, en tant que membre puis président d'un comité, ce sont des mots-clés qui sont, j'en ai pas souvenir en tous les cas, pourtant on a des sujets, je pense, des projets qui auraient tout à fait ou ça aurait du sens. Je vais vous en donner quelques-uns que j'ai renotés là en préparation de la journée. Par exemple, sur la coopération dans des zones de conflit. Dans des projets, j'imagine que le genre aurait du sens. C'est des choses qui n'ont pas été abordées. Ethnographie des guérillas et des émeutes. Là aussi, c'est des notions qui n'avaient pas été abordées. Analyse des initiatives dans les populations locales et intégrité dans la conduite de crise. Donc tout ce qui concerne les gestions de crise. Les enjeux de la réinsertion des terroristes et des détenus radicalisés. Toute la question de la radicalisation et effectivement ensuite de la réintégration. Enfin, réseaux sociaux, pour vous donner quelques exemples, un réseau social en situation de catastrophe naturelle, comment les acteurs se saisissent des réseaux sociaux.
Donc, c'est quelques exemples de projets. Alors, bien évidemment, je ne suis pas expert de ces sujets-là. Hein. Je ne vous ai pas dit mon expertise, elle est autour de l'informatique. Mais pour autant, la question du genre n'a jamais été évoquée. Et en écoutant ce qui s'est passé et ce que vous avez discuté aujourd'hui, je pense qu'elle aurait eu sa place. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, je pense que même les présidents, les experts, devraient être attentifs davantage à ces questions-là pour éventuellement, à un moment donné, faire des retours vers les coordinateurs des projets ou coordinatrices des projets et leur demander de se questionner sur ces aspects-là. Ensuite, un point d'anecdote, mais qui montre aussi, là aussi, malgré tout, la perturbation que ça peut créer. Je me souviens en 2018, un projet qui était porté par 4 partenaires, et donc uniquement des femmes. La coordinatrice et les responsables scientifiques étaient des femmes, et dans la proposition et la pré-proposition, ils avaient expliqué qu'effectivement, c'était pour faire la promotion aussi des femmes dans les sciences informatiques. Et au sein du comité, ça avait trouvé un certain nombre d'experts, hommes ou femmes. C'est-à-dire que certains considéraient, que ce soit des hommes ou des femmes, que ce type d'élément n'avait pas sa place dans une pré-proposition ou dans une proposition. Donc là aussi, vous voyez que ça avait troublé, parce que finalement, encore une fois, je pense qu'il y a une question de biais, peut-être un sujet tabou, je ne sais pas exactement, hein, mais vous voyez que voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui a... À l'inverse, si ça avait dans tous les projets où il n'y a que des hommes, ce genre de remarque n'est pas faite, mais ça ne questionne personne. Donc, voilà, c'est aussi des choses qui sont... je pense qu'ils doivent nous faire réfléchir à ces aspects-là. Et enfin, un dernier point que je voulais évoquer, alors là, dans une autre expérience que j'avais eue, j'avais eu la chance de participer à un des comités scientifiques, du conseil scientifique du CNRS, autour de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions, donc le INS2I, dans lequel, effectivement, cette question-là de la place des femmes dans les sciences, c'est quelque chose qui nous avait intéressé au niveau du conseil scientifique. Et puis, bon, vous avez entendu ce matin, le CNRS, effectivement, s'est emparé de ces questions-là, hein, pour essayer de faire bouger les lignes. Et c'est vrai qu'on avait eu un certain nombre de séminaires autour de cette question-là. Et on avait rédigé un document à destination des directeurs d'unité des laboratoires CNRS, notamment pour un certain nombre d'accompagnements, et là aussi pour essayer de sensibiliser les collègues à ces questions-là, et notamment sur encourager notamment les femmes dans la prise de confiance, comme on a été présenté ce matin, hein, de ne pas sous-estimer leurs capacités, au contraire, d'en avoir pleinement conscience et d'avoir confiance en elles, d'adhérer à des associations comme Women in Cyber ou ACM Women and Courage ou European Cyber Women. En fait, il y a tout un ensemble effectivement d'actions, hein, qui sont dynamiques et sur lesquelles je pense qu'on pourrait avoir ce discours-là aussi d'encourager les hommes aussi pour s'informer aussi de ça, mais moins les femmes, pour qu'elles prennent conscience effectivement de tout cet environnement et cette dynamique qui existe et de toutes ces expertises. Voilà ce que je voulais dire en préambule, et puis peut-être il y aura d'autres questions. En tout cas, merci, c'était très intéressant, et merci de m'avoir donné la parole et de participer à cette discussion aujourd'hui. Merci pour ces retours. Peut-être qu'on pourrait poursuivre en demandant aux organisatrices de transmettre quelques-unes des questions qui ont été posées aux différentes intervenantes. Une question qui s'adresse à Michel Raz. Comment, selon vous, pourrait-on concilier 3 éléments? L'assignation de genre qui est faite après conseil génétique à la naissance d'un enfant de sexe atypique, entre parenthèses décision biomédicale, avec la prise de conscience vers 2 ans et demi de l'enfant de son genre, avec l'évolution psychologique et sociale de l'individu et l'intégration culturelle, et avec le fait qu'en France, la naissance d'un enfant de sexe mâle ou femelle doit être faite dans les 48 heures à l'état civil. Pensez-vous que, comme dans certains autres pays, il vaille mieux laisser le choix à l'individu concerné en attendant sa majorité? Merci pour cette question. Alors, je pense que elle a été un peu longue sur l'articulation des différents éléments, donc que je n'ai pas forcément retenu sur comment on articule la génétique, le diagnostic, l'état civil, etc. Mais du coup, sur la question à la fin, je pense que en fait, parfois on mélange plusieurs aspects dans ce débat, ce qui est l'aspect, la nécessité d'inscrire un sexe à l'état civil,
d'un côté, qui est une nécessité légale en France de choisir entre fille ou garçon dans les premiers jours, mais on peut avoir aussi des dérogations pour avoir plus de temps. Une sorte de nécessité sociale et parentale d'élever un enfant dans une identité qui est fille ou garçon, qui ne doit pas forcément correspondre d'ailleurs à l'état civil, et une forme d'obligation sociale ou médicale de normaliser les corps pour qu'ils correspondent soit à cet état civil, soit à l'éducation, au rôle qui est transmis par les parents et par la société, et que pour l'enfant, quand il est petit, quand il n'a pas encore évidemment ni son mot à dire, ni forcément une identité de genre affirmée. Donc je pense qu'il faut d'abord distinguer ces différents éléments et comprendre que quand bien même on aura besoin d'inscrire un sexe à l'état civil ou d'élever un enfant dans un genre parce que la société n'est en effet pas encore tout à fait prête peut-être pour... enfin, même si ça se fait, il y a des parents qui le font, mais en tout cas, il y a la question des interventions médicales tant que l'enfant ou l'individu n'est pas consentant, n'est pas en âge de consentir et de dire déjà dans quelle identité il s'identifie et puis qu'est-ce qu'il voudrait faire de son propre corps. Ça, c'est une question totalement différente. Et en effet, moi, je pense qu'il faut attendre l'âge de consentement de la personne pour respecter une forme de dignité de l'individu et de consentement légal et juridique qui impose cet aspect-là. Après, la question de l'état civil et de l'identité de la personne est encore différente. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup. J'ai une question pour Madame Perea-Gomez. Pourrait-on muter tous les gènes de différenciation pour voir s'il y a un vrai mode par défaut? J'imagine que oui, la question se pose dans le cas d'études de modèles animaux comme la souris. L'idée de muter tous les gènes de la différenciation sexuelle, ça ne paraît pas faisable en fait en termes de génétique de la souris. Mais le fait même que la mutation d'un seul gène, comme par exemple le gène R-spondine 1, conduise à un développement testiculaire à partir d'une gonade XX, montre bien que la théorie de la différenciation par défaut n'est pas correcte en fait, puisqu'il y a un gène indispensable au développement ovarien. Donc il s'agit bien d'une cascade génétique active qui contrôle le développement ovarien. Donc, on ne peut pas considérer que ce développement se fait en absence de tout signal. Il faut que certains gènes, notamment R-spondine, WNCAT, bêta-caténine et d'autres, s'activent pour que ce développement ovarien puisse se faire. Donc, la notion de développement par défaut de l'ovaire ne tient pas face aux données de la génétique chez la souris, mais aussi, bien sûr, chez l'homme, comme l'a montré l'étude de Giovanna Camerino avec les mutations de R-spondine 1. Deux questions pour Michal Raz. Quelle est la proportion d'intersexuation dans la population et existe-t-il des différences populationnelles? Et une deuxième question sur les opérations sont-elles plus souvent vers un sexe particulier, rendre un bébé intersexué garçon ou fille? Oui, merci. Bonjour. Alors, comme c'est un champ encore contesté, qu'il y a très peu de consensus et aussi pas assez d'études sur la question, il y a encore un débat aussi même sur le taux de personnes intersexuées en fonction de comment on définit même cette réalité-là. Parce que tout le monde n'est pas d'accord pour savoir comment le définir. Et si on prend des définitions plutôt larges, c'est-à-dire tous les individus qui auraient une sorte de variation du développement sexuel et d'autres définitions plus restrictives qui seraient uniquement les enfants, par exemple, qui naissent vraiment un sexe génital qui serait considéré comme ambigu, dans lequel on ne saurait pas vraiment si c'est une fille ou un garçon. Donc, ce sont des définitions différentes.
Parce que parfois, les variations, comme disait également Madame Perea-Gomez, elles se retrouvent au niveau génétique et elles ne sont pas toujours visibles. Donc, le chiffre le plus, on va dire, consensuel, enfin, les chiffres qui sont avancés dans le milieu des sciences sociales et dans les associations de personnes intersexes vont jusqu'à dire qu'il y a environ 1%, 1,4% de la population concernée. Les chiffres dans le milieu scientifique biomédical parlent plutôt de parfois d'une personne sur, comme vous disiez, je pense 3000 ou plusieurs milliers. Donc moins de 0,1%. Donc c'est difficile de répondre. Il faudrait évidemment encore justement se mettre d'accord sur les définitions et mener des études suffisamment complexes pour réussir à trouver la réponse. Évidemment, c'est aussi un enjeu politique puisque plus on visibilise en fait ces réalités-là, plus c'est un enjeu aussi pour qu'on porte plus d'attention à ces individus souvent invisibilisés, oubliés, et à ces pratiques-là. Et plus en fait on minimise le chiffre, et plus il y a un petit peu tendance à dire que justement, comme c'est tellement rare, en fait, il n'y aurait même pas forcément d'intérêt à en discuter, à en faire un enjeu social et politique. Donc voilà. Voilà, j'estimerais quand même qu'il y a environ une personne sur 2000 qui subit quand même des interventions, en tout cas médicales, à la naissance en fonction de ces variations-là. Et s'il y a des opérations plutôt vers un sexe ou un autre, alors historiquement oui, on avait tendance à plutôt orienter vers le sexe féminin. Alors je ne sais pas si ça surprend ou pas, c'est parce qu'on considérait notamment chirurgicalement qu'il était plus facile de faire un vagin que de construire un phallus, un pénis qui serait justement socialement acceptable dans les règles de la masculinité telle qu'elle est considérée, voilà, pour atteindre un idéal masculin suffisamment voilà, socialement acceptable. Donc c'était des considérations aussi plutôt chirurgicales qui étaient justement biaisées aussi par tout un ensemble de stéréotypes de genre qui considèrent que grosso modo pour être suffisamment féminin, ben, il suffit d'avoir un trou, quoi. Et pour être suffisamment homme, il y a quand même besoin de quelque chose de plus, hein, que ça soit de pouvoir uriner debout, de pouvoir mener des relations des rapports sexuels avec pénétration, etc. Donc il y a aussi cette idée de femme un peu par défaut qui agissait aussi dans les décisions médicales aussi d'assignation de sexe. Depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a quand même une tendance dans le milieu médical d'interroger ces stéréotypes et ces biais-là et d'essayer de plutôt justement aller vers un diagnostic génétique. Donc il y a de plus en plus de possibilités aussi de faire justement des recherches en génétique et des recherches hormonales, endocrinologiques, etc. pour essayer de comprendre si, par exemple, à la puberté, il y a plus de probabilité que cet individu produise une puberté et des hormones qu'on considérait des hormones masculines ou des hormones plutôt féminines. Donc, il y a de moins en moins cette tendance vers le féminin par défaut, mais qui a quand même longtemps dominé les décisions. Merci beaucoup pour votre réponse. Une question à l'ensemble du panel qui est intervenu juste après les interventions des présidents et présidentes de comité. Comment convaincre les réfractaires justement à cette intégration de la dimension sexe et au genre dans les projets de recherche? Je pense notamment à votre intervention aussi, Madame Emmanuelle Bouquet. Donc voilà, comment les convaincre? Est-ce que auriez-vous des pistes? Peut-être prendre la parole pour dire comment nous, on a comment on s'est emparé de cette question au CIRAD avec mon collègue Jean-Michel Sourissou. On s'est dit qu'il ne fallait surtout pas se mettre dans une posture d'essayer de convaincre qui que ce soit.
Et que la philosophie de notre communauté de pratique, c'était déjà de commencer à voir ce qui se faisait et parler de ce qui se faisait, désamorcer le plus possible justement la dimension normative qui voudrait qu'une bonne recherche doit forcément intégrer le genre. C'est une posture qu'on discute également, qu'on interroge au sein du CIRAD. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les gens aient un espace pour se poser la question et de se dire, bon ben voilà, peut-être que j'intègre pas le genre, mais au moins je justifie pourquoi. Et on se dit que chemin faisant, ça c'est déjà, on a déjà fait bouger les lignes. Et en fait, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on avait déjà suffisamment de quoi faire avec les gens qui étaient intéressés, mais qui ne savaient pas quels outils mobiliser et avec qui discuter. Et que c'était en communiquant sur ce qu'on était en train de faire et comment on était en train de le faire, qu'on avait le plus de chances de rallier davantage de personnes. Voilà. Je pense que Magali, ce serait intéressant que tu nous donnes ta posture également. Oui, je pense. Merci Emmanuel. Je pense que c'est vraiment l'idée du projet Gender Smart, c'est-à-dire que c'est ni forcer les gens, ni cocher des cases de manière un peu, comment dire, sans prendre à bras-le-corps le système, mais c'est justement se mettre ensemble et partager pour irriguer la question du genre dans l'ensemble du fonctionnement de l'établissement et des pratiques de recherche. Et nous, on lie très fortement le fonctionnement interne de l'établissement avec l'intégration du genre dans les questions de recherche. Et on se dit que ça s'alimente mutuellement, c'est-à-dire en gros, si on construit un espace plus juste qui intègre mieux et qui fait la promotion de l'égalité professionnelle, alors probablement qu'on se posera des meilleures questions en recherche et vice-versa. Sur le terrain, en se confrontant aux questions de genre, eh ben, ça pourra irriguer aussi le fonctionnement interne de l'établissement pour des organismes justement plus égalitaires et aussi plus inclusifs vers les utilisateurs et les utilisatrices des résultats de la recherche. Voilà, et on est effectivement pas du tout dans une posture normative, mais plutôt dans une posture transformative, où c'est vraiment grâce à la participation, à la sensibilisation, à l'information et aussi au fait de pouvoir partager un certain nombre d'outils. Comme tu le disais, souvent les gens ne sont pas forcément aguerris sur les techniques ou sur les méthodes à mettre en place. Et c'est ce qu'on souhaite faire en particulier au sein de la communauté de pratique que vous avez commencé à faire émerger. Si je peux éventuellement contribuer aussi à cette question, à répondre à ça. Bien sûr. Oui, peut-être je peux juste partager l'expérience qu'on a eue dans mon institut, l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, dans lequel j'ai travaillé 25 ans, depuis 1995, où justement l'objectif était d'essayer de renforcer le genre dans la recherche et dans l'enseignement. Une des choses qu'on a apprises, évidemment, c'est qu'il y a toujours un risque de backlash, au sens que rien n'est jamais gagné, c'est une lutte continue. Donc, on peut toujours perdre ce qu'on a gagné. Ça, c'est une leçon, je crois, qui est importante. Et une autre chose qui, en tout cas dans notre institut, a été déterminante, c'était des alliances entre différentes actions combinées. D'une part, renforcer la recherche avec les chercheurs féministes qui existent, parce que plus on a de recherches qui démontrent la valeur de cette ouverture que permet le genre, parce que le genre permet de voir la réalité totalement différemment, plus on a de recherches, plus on est convaincant, mais aussi ça allait de pair avec les pressions des mouvements féministes, des mouvements des étudiantes, des groupes d'étudiantes ou des contextes d'où venaient les étudiantes. Par exemple, des étudiantes qui venaient de pays où les mouvements féministes étaient très forts, étaient particulièrement vocales pour dire que c'était tout simplement scandaleux qu'il n'y ait pas assez de choses qui se fassent en genre, et cela constituait une pression aussi sur
les responsables de l'institution, les responsables des départements et chaque enseignant ou chercheur pour commencer à intégrer cette version. Donc, je pense il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça tombe gentiment. C'est aussi le produit d'une lutte. Et s'il n'y a pas aussi cette lutte, que ce soit les mouvements voilà, le contexte dans la cité, comme on dit à Genève, ou dans notre cas, les étudiantes qui faisaient pression, ou des chercheurs féministes qui n'ont pas une place très reconnue, mais qui exigent qu'on en fasse plus, ça n'avance pas non plus. Je pense qu'il ne faut pas être naïf et que ça n'avancera jamais assez, simplement en pensant que les gens gentiment vont faire plus de gens. C'est vraiment le résultat aussi d'une lutte et de pression. Et je pense que c'est aussi, plus on fait de recherche, plus on reconnaît quand même la valeur heuristique du genre. Et donc, ça demande aussi d'accroître les moyens de recherche, parce que quand il y a trop peu de moyens de recherche, c'est aussi problématique dans la mesure où y compris des équipes de chercheurs peuvent se marcher un peu sur les pieds parce qu'il y a peu de moyens, donc plus de compétition entre les chercheurs féministes. Et ça pose aussi un problème. Je crois que en France, notamment, ça a été aussi un problème de tellement peu de moyens que les gens se marchent sur les pieds, alors que ce qu'il faudrait, c'est au contraire des alliances, des dialogues, travailler de plus en plus ensemble. Donc, en tout cas, ça, au niveau de notre institut, l'ensemble, c'est-à-dire le mouvement féministe en Suisse qui est fort, et dans les pays d'où proviennent nos collègues enseignants et les étudiantes, les étudiants eux-mêmes, et étudiantes et chercheurs qui ne sont pas à des postes de responsabilité, qui font pression, et multiplier les recherches, donc exiger plus de moyens pour faire plus de recherches. Donc cette combinaison-là nous a permis d'avancer. La situation particulière de Genève a aidé aussi parce que il y a beaucoup d'organisations internationales à Genève qui ont également pu donner un soutien financier ou encourager la recherche parce que c'était mainstream, ça faisait partie d'une norme internationale, et il était quasiment honteux de ne pas faire plus de recherche en genre. Donc ça a aussi favorisé dans notre institution en particulier l'avancement. Mais je pense qu'il y a une combinaison de facteurs ou de moyens de pression à faire, mais il faut aussi se rappeler que rien n'est jamais acquis et qu'on peut toujours retourner en arrière, et ça a été le cas à certaines périodes. On a des vagues avec des moments où on recule plus qu'on avance. Peut-être ça serait intéressant aussi de savoir un peu plus des personnes qui ont travaillé sur la recherche, les études rurales dans les pays du Sud. Il me semble qu'une des questions aussi qui est intéressante, c'est est-ce qu'on peut s'inspirer plus des épistémologies féministes, plus collaboratives, plus transformatives, et dans quelle mesure vous avez... est-ce que ça, c'est une question qui apparaît dans ces équipes très, très vastes que vous avez constituées avec des équipes de recherche des pays du Sud? Est-ce que cette collaboration, ces méthodes de recherche plus collaboratives, est-ce que vous avez senti que c'était compliqué à mettre en place, ou est-ce que vous avez pu avancer dans cette direction-là pour contribuer à des savoirs plus riches, nourris par des apports venant de différentes perspectives, je pense. Alors, je pense que la question s'adresse à moi. Oui, l'autre. Églantine est en partie, malheureusement, donc là, je ne vais pas avoir de contrepoint, mais Magali pourra compléter également. Là, je vais vous donner un point de vue plus personnel qu'un point de vue institutionnel, parce que je n'ai pas forcément la vision d'ensemble du CIRAD comme établissement de recherche en agronomie au Sud. Mais pour les collègues comme moi qui venons du milieu de l'agronomie et qui avons été formés dans un deuxième temps aux questions de développement rural et d'économie rurale, et on est quand même assez nombreux dans ce cas au CIRAD, en tout cas dans le département qui est plus consacré aux sciences sociales. En fait, on vient beaucoup des méthodologies de recherche participative qui sont déjà des méthodologies qui intègrent le fait qu'on recueille la parole des gens
tel que les gens s'expriment et dans le contexte dans lesquels ils évoluent. Et donc, d'une certaine manière, ça nous simplifie. On n'a pas forcément le bagage conceptuel en termes de genre et de vision féministe, même si, à nouveau, certains de mes collègues l'ont. Hein. Moi, je ne l'avais pas, mais d'autres collègues l'avaient. Par contre, on peut avoir déjà les méthodologies de recherche qui sont compatibles avec ça, avec cette diversité des savoirs et cette volonté de recueillir la diversité des savoirs et la diversité de la manière dont ils s'expriment. Donc ça, je pense que ça, c'est un point positif du CIRAD, enfin en tout cas de certains collectifs au CIRAD. Un autre élément que je voulais souligner, c'est qu'au CIRAD, dans la mesure où on est un institut de recherche finalisé et qu'on travaille avec les populations rurales du Sud et qu'on est attendu sur les impacts qu'on va avoir en travaillant avec eux, ces questions d'impact et d'adoption d'innovation, en fait, elles sont centrales aux réflexions du CIRAD depuis des années. Et donc, à nouveau, recueillir les perceptions des utilisateurs finaux des innovations, qu'elles soient d'ordre technique ou organisationnel ou social, qu'on cherche à promouvoir, c'est des questions... alors, ce n'est pas des questions simples, et c'est des questions qui amènent souvent à des confrontations entre les sciences sociales et les sciences plus techniques au sein de l'établissement. Mais à nouveau, je pense que ça nous arme aussi pour, d'une certaine manière, pour nous, j'ai envie de dire, l'intersectionnalité, on est déjà parti sur on s'intéresse à l'agriculture familiale, on s'intéresse aux petits agriculteurs, etc. Et on va rajouter du genre là-dedans. Donc, on a une démarche un petit peu en sens inverse de celle des gens qui partent du genre et qui vont s'intéresser à différentes autres dimensions qui sont en intersection avec le genre. Donc, on a une possibilité d'aller se rencontrer quelque part. Mais à nouveau, ça c'est un point de vue personnel et on a vraiment des collègues au sein du CIRAD qui sont engagés dans des démarches beaucoup plus féministes, d'épistémologie féministe revendiquée, mais bon, je peux pas parler à leur place. À nouveau, Magali, peut-être tu veux apporter un complément ? Juste pour effectivement confirmer que les études et les approches participatives, c'est quelque chose qui est relativement bien maîtrisé au sein du CIRAD. Donc, c'est effectivement pas une difficulté méthodologique supplémentaire pour les équipes. Et aussi que l'expertise genre existe au CIRAD, mais elle est extrêmement éclatée et dispersée. Et c'est vrai que la communauté de pratique permet de rassembler sans toutefois mettre les études de genre dans un silo qui serait isolé du reste des autres activités. Non, c'est pas du tout l'objectif, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt d'introduire le questionnement sur l'intérêt d'une posture et d'une lecture genre dans les activités de recherche qu'elles font au final. Très bien. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions des participants qui pourraient être transmises aux intervenantes ou est-ce que vous voulez qu'on passe déjà à la séance de conclusion? Alors, j'ai peut-être une dernière question, peut-être que M. Guigonia peut y répondre. Nous avons eu des démonstrations très intéressantes sur la question du genre dans la production de la connaissance en SHS, en sciences de la vie et de la terre, mais qu'en est-il dans les sciences dites exactes, notamment dans les STEM ? Dans les STEM, je ne sais pas exactement. Sciences, technologie, mathématiques, ingénierie. Alors effectivement, sur nos pratiques scientifiques, alors, là aussi sur les projets qu'on a pu évaluer, et puis même à travers mon activité de recherche, c'est vrai que le genre, on le voit à travers si c'est un chercheur ou une chercheuse, et donc toute la question effectivement de la place des femmes dans les sciences. Là, effectivement, ça c'est une question très importante qui a été discutée ce matin. Et voilà, donc effectivement, là, il y a effectivement des actions à mener. Il y a encore du travail à faire dans ce domaine-là. Par contre, sur l'objet scientifique lui-même, est-ce que le genre, il intervient? Disons qu'à ma connaissance, ça n'apparaît pas, quoi. En tout cas, dans les sciences, tout ce qui est autour de technologie de l'information, on parle d'objets matériels, voilà, et ces objets, ils ne sont pas sexués, donc
Non, j'ai pas, en tout cas de mon expérience, cette question du genre, elle est pas intervenue. Ensuite, le genre intervient à une deuxième étape, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait quand même le lien parce qu'effectivement, c'est très lié, ça fait la jonction entre, on va dire l'informatique et puis l'humain. C'est tout ce qui est l'interface homme-machine et tous les aspects cognitifs. Où là, il y a effectivement un très gros travail qui existe et c'est des projets qui nécessitent à la fois des gens du domaine de la psychologie notamment, hein, et puis des informaticiens, parce que la charge mentale est une question centrale dans un certain nombre de dispositifs que l'on développe. Et donc effectivement, la question du genre par rapport à, par exemple, la charge mentale, bah, c'est quelque chose qui va intervenir, et dans la définition d'une interface homme-machine, ou des mécanismes d'interaction entre une machine et un humain genré, c'est des choses qui peuvent être posées. Donc ça dépend effectivement où on se situe. Sur l'objet lui-même, je dirais technologique, en général, à ma connaissance, la question du genre n'apparaît pas. Par contre, effectivement, ces objets de plus en plus interagissent avec l'humain. Et là, le genre devient nécessaire, bien sûr, pour adapter ces interfaces, pour les rendre plus ergonomiques, pour prendre en compte la charge mentale à un instant donné ou du contexte d'exécution de cette interaction. Donc, c'est des choses qui existent et de plus en plus de travaux font ce lien. Un exemple sur lequel il y a beaucoup d'activités de recherche aujourd'hui, c'est sur les véhicules autonomes, hein, tout simplement, effectivement, à partir de quel moment et de quelle manière un véhicule doit redonner la main à l'utilisateur. Alors là, je ne sais pas si le genre est intégré dans cette dimension de travaux, mais en tout cas, c'est des choses qui sont importantes. Donc la réponse, c'est au départ, j'ai eu tendance à vous dire non, mais effectivement, dès l'instant où les interfaces combinent les deux mondes, oui, la réponse est oui, tout à fait. Il y a une remarque justement en ce sens d'une personne du public qui dit qu'il y a un problème important d'intelligence artificielle, notamment où l'apprentissage des machines se fait sur les dossiers précédents aux compétences masculines. Il y a aussi de l'histoire des sciences qui peut montrer l'existence de femmes scientifiques dans le passé, modèle pour celles d'aujourd'hui ou de demain. Du coup, je vais faire une connexion à laquelle tout le monde du panel peut répondre. Au vu des intervenantes, cette recherche n'intéresserait que des femmes. Est-ce une réalité? Est-ce que cela évolue? Si on ne peut compter que sur les femmes pour faire avancer cette cause, cela suffirait-il à faire changer les choses? Y a-t-il une chance d'y faire participer les hommes? Ça rejoint ce que vous disiez, Madame Verschure, il me semble. Si vous voulez Oui, écoutez, oui, les féministes ont souvent critiqué ce type d'affirmation parce que du coup, ça sera encore une fois un double fardeau pour les femmes. C'est les femmes qui subissent la domination et la discrimination et c'est à elles seules de lutter contre. Je pense que depuis 1995, la conférence de Beijing, la conférence sur les femmes à Beijing, il y a eu des discussions là-dessus et une affirmation qu'il était nécessaire de faire des alliances avec des hommes pro-féministes pour avancer dans cette direction-là. De la même manière que ce qui a été dit ce matin aussi et dans l'après-midi, je crois aussi, c'est pas parce qu'une personne est femme qu'elle est nécessairement féministe ou qu'elle est intéressée par les questions de genre. Donc oui, il y a besoin de faire des alliances avec les personnes en faveur de cette transformation, d'une vision plus large sur la manière de faire de la recherche, les méthodes de recherche, la constitution des équipes de recherche, des objets de recherche, etc. Je pense que ce n'est pas réservé aux femmes, mais c'est l'ensemble des personnes qui doivent s'y impliquer. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes sont intéressées par s'y impliquer, parce qu'après tout, on parle de rapport de pouvoir. Et les personnes qui ont le pouvoir ne le donnent pas volontiers, le pouvoir se prend, ne se donne pas, donc c'est un travail constant d'essayer de faire avancer cette recherche, mais c'est pas un chemin aisé, mais ce n'est certainement pas réservé uniquement aux femmes. Ce serait ma réponse, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres réactions par rapport à cette question. Madame Simon-Place, est-ce que vous voulez réagir? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Madame Verschure.
à la fois sur l'aspect le pouvoir se prend mais ne se donne pas, c'est-à-dire il ne faut pas attendre que ça vienne. On est extrêmement heureux de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, mais on ne peut pas se reposer là-dessus. Voilà ce que j'aurais envie de dire, c'est juste une invitation à se mettre encore plus collectivement en mouvement autour de ces sujets-là. Et je suis entièrement d'accord sur effectivement le fait que ce ne soit pas, et que ça ne doive pas être réservé aux femmes, même si on peut tout de même s'attendre à ce qu'elles constituent le gros des bataillons qui se mettront en marche. Je pense que pour compléter aussi, hein, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Hein, je pense qu'effectivement, la nature humaine a souvent tendance à s'installer dans des habitudes. Et effectivement, là, il faut effectivement bousculer ces habitudes et faire en sorte que ces questions-là deviennent des questions naturelles, en fait, hein, et que ça devienne une habitude, finalement. Et ce matin, il était question de la question de la formation. Je pense qu'effectivement, ça doit passer par... En tout cas, dans mon environnement et dans les comités dans lesquels j'ai pu travailler, il est sûr que les hommes, un certain nombre d'hommes sont sensibles à ces questions, comme un certain nombre de femmes ne sont pas sensibles à ces questions. Mais ça passe effectivement par l'information ou l'information. C'est soit on vient former les gens, soit on les informe de ces questions-là pour les amener à réfléchir. Mais en tous les cas, il faut que l'invisibilité disparaissent pour que ça devienne un sujet sur lequel les gens sont amenés à se questionner. Et je pense que autour de ces sujets-là, il y a beaucoup d'hommes qui sont complètement persuadés de la nécessité, hein, je dirais, c'est la nécessité de tout simplement ces questions-là, hein, et de cette égalité, de cette équité entre les gens. Si je peux encore ajouter un petit mot, j'ai trouvé la recherche de Madame Perea Gomez particulièrement stimulante, dans le sens où c'est une recherche où on ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait une composante genre ou une perspective de genre ou une dimension de genre. Et je trouve que ce type de recherche, faire connaître ce type de recherche peut aider aussi à convaincre, puisqu'on est aussi dans la formation, sensibilisation, convaincre que toutes les disciplines, tous les domaines de recherche ont un regard différent si on inclut cette perspective-là. Même les plus inattendus, comme pourrait l'être cette recherche qui est une recherche en laboratoire, où on s'imaginerait que c'est totalement neutre, objectif, etc. Mais c'est le type de recherche qui, je pense, peut être particulièrement convaincant parce que particulièrement inattendu dans un certain sens. Et probablement, ce type de recherche n'aurait pas pu être possible il y a 30 ans. Et je crois que c'est quand même aussi le résultat d'une prise de conscience qu'on ne peut pas avoir ce regard neutre sur la science, mais qu'on doit approfondir ces questions-là. Peut-être que s'il n'y a plus de remarques, il faudrait donner la parole à la personne qui va faire la conclusion. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Je vous écoutais avec beaucoup d'attention. Écoutez, je ne vais pas être longue. Il y a eu beaucoup de choses de dites et vraiment, ça a été une journée extrêmement dense et très, très riche. Et donc, un très grand merci à tous et toutes nos intervenantes de la journée. Et je dois relayer les remerciements de Thierry Damerval, qui malheureusement a dû quitter le colloque il y a une trentaine de minutes, mais qui tenait à vous transmettre ses remerciements pour la qualité des présentations, la richesse des échanges de la journée et qui souhaite effectivement que l'on puisse renouveler ce genre d'événements et permettre les échanges et les débats autour de cette question que la journée a bien montré la complexité dans laquelle s'inscrivent les inégalités. Alors, en toute humilité, hein, je vais peut-être relever les éléments qui m'ont semblé les plus saillants, ou en tout cas que je retiens moi.
c'est qu'il a bien été mis en évidence le fait qu'il y avait un travail de conscientisation et de distanciation par rapport aux représentations genrées que nous avons tous et toutes intégrées au cours des différentes instances de socialisation que nous sommes amenés à traverser au cours de notre vie. Ce travail est nécessaire et ce, quelle que soit notre activité, que ce soit celle de l'évaluation, hein, comme cela a été discuté ce matin, ou la conduite de recherche, comme ça a été discuté cet après-midi. Ce travail de distanciation est d'autant plus complexe, me semble-t-il, que le genre se situe à l'intersection d'autres représentations, facteurs d'inégalité, tels que la classe ou la race, mais aussi, comme l'a souligné Madame Verschure, l'appartenance notamment institutionnelle, et je dirais, au regard de ce qui s'est dit cet après-midi, disciplinaire et épistémique. Ce travail de distanciation doit être conduit en amont des activités que nous avons à réaliser, mais également tout au long de ces activités dans une démarche réflexive. Et ça a été souligné cet après-midi, hein, l'importance de cette démarche réflexive, et aussi avec toujours plus d'analyse de nos données, comme ça a été évoqué ce matin et démontré ce matin. Alors, pour parvenir à réaliser ce processus de conscientisation et de distanciation, la formation a été particulièrement mise en avant, que ce soit pour la formation au métier de la recherche, ou bien que ce soit la formation des évaluateurs, comme ça a été évoqué ce matin. Il me semble avoir aussi entendu que la pluridisciplinarité apparaît également être un vecteur particulièrement opératoire et donc à encourager. Et comme ça a été évoqué il y a quelques instants, la réflexion collective. Enfin, je dirais, et pour reboucler avec ce qui a pu être dit ce matin en ouverture, donc on a bien compris, me semble-t-il, que le genre révèle, que le genre ouvre, et donc que le genre est important et qu'il faut, comme le disait la ministre Frédérique Vidal ce matin, qu'il faut effectivement redonner ses lettres de noblesse aux études sur le genre. Et enfin, pour avoir une note d'optimisme et reboucler avec ce que disait Elisabeth Claverie, nous sommes dans un contexte, en tout cas pour ce qui est de la recherche conduite sur projet, nous sommes dans un contexte favorable, en ce que, tant au niveau national qu'européen, les établissements de recherche et d'enseignement supérieur et de recherche sont appelés à se conformer et à être redevables sur ces questions. Donc voilà, peut-être que Magali, tu veux ajouter quelques éléments? Oui, peut-être pour compléter cette conclusion, c'est vrai que le contexte est aujourd'hui favorable, puisque des critères sur les questions de genre seront intégrés à l'évaluation des projets, en tout cas à l'échelle européenne, où il est discuté actuellement le fait de faire la promotion de l'accès à certains financements en fonction de la mise en place de plans d'action genre au sein des institutions. Puisque cela a porté des fruits, en particulier dans les pays anglo-saxons. Je pense que l'Europe s'inspire fortement de cela aujourd'hui. Donc ça, c'est la note extrêmement positive. Et puis ensuite, pour pas être plus long, parce qu'en fait, l'exercice de conclusion à chaud est un peu délicat. Moi, je souhaiterais tout d'abord remercier très chaleureusement l'ensemble des participants et des intervenants, tout d'abord. Également nos animateurs et animatrices. Et puis toute l'équipe technique.
En ce qui concerne les participants, je les remercie également de leurs très nombreuses questions. On n'a pas pu échanger sur l'ensemble d'entre elles, mais ce que nous allons essayer de faire, c'est de les partager avec nos intervenants pour essayer de faire une petite synthèse sur l'ensemble de ces réponses, s'ils en sont bien sûr d'accord. Et il me reste également à remercier toute l'équipe technique parce que je pense que c'était un défi, l'organisation de cette journée, un défi technique. Et je les remercie parce que finalement, l'ensemble des questions que l'on aurait pu se poser sur cela ont été complètement effacées. Donc voilà, un grand merci à tous pour la richesse des échanges. Nous voulions cet espace, un espace très ouvert, et je pense que nous avons, me semble-t-il, réussi à faire dialoguer différentes disciplines, différents questionnements sur le cycle de projet, qui au final semble une bonne entrée pour ce partage et cette ouverture, comme l'indiquait Laurence. Merci encore à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.